Bonjour, je vais passer quelques minutes pour vous présenter les activités d'Armor Science et plus particulièrement celles que nous présentons ici à la Fête de la Science. Armor Science est une association qui est animée exclusivement par des bénévoles et dont l'objectif est de diffuser la culture scientifique et technique et de tenter de donner le goût des sciences à tous nos jeunes, à tous nos futurs scientifiques, techniciens, pour leur montrer que les sciences et les techniques peuvent mener à des métiers qui sont passionnants et qui les passionneront toute leur vie, et ce, quel que soit le niveau. Tout le monde n'est pas prix Nobel, mais il y a un besoin énorme également en chercheurs, en enseignants-chercheurs, en techniciens, en thésards, vous voyez, à tous les niveaux, du bac plus 2 au bac plus X. Donc Armor Science cherche à montrer à tous ces jeunes que notre futur est passionnant et passe par l'étude des sciences. Donc pour ce faire, nous avons un certain nombre d'outils que nous développons. Des outils comme des expositions, des animations. Ici, à la Fête de la Science, nous en présentons quelques-unes. Une animation sur les ondes et l'électromagnétisme. Une animation par là qui est sur la mécanique. Pourquoi est-ce que la poussée d'Archimède est là? Pourquoi est-ce que vous pouvez vous baigner en étant moins lourd que vous avez l'impression de l'être dans l'eau, etc., etc. Une autre sur l'optique. Pourquoi est-ce qu'on met des lunettes? Pourquoi est-ce que les fibres optiques permettent de conduire la lumière et l'information? Une autre sur un musée correspondant à des anciens appareils, de la téléphonie essentiellement, des anciens appareils dont certains ont quand même plusieurs centaines d'années. Et également, nous avons présenté ici trois de nos expositions. On en a une quarantaine qui sont disponibles pour tous les enseignants et les lycées qui voudraient les présenter à leurs élèves. Il y en a une qui est devant moi, qui vient d'être créée, qui est relative au rayonnement électromagnétisme et surtout au téléphone portable. Il y en a une autre qui est consacrée à la bicyclette, qui est un sport hautement technique et un sport hautement physique également. Et une troisième sur terme général de la science et des sciences et des techniques et du sport. Toutes nos conférences, nous en avons une centaine qui sont enregistrées sur un domaine scientifique très large, toutes sciences réunies. On n'a aucun souci vis-à-vis de la multiplication de nos sujets scientifiques. Et il y en a une centaine que vous pouvez télécharger après les avoir visionnés sur notre site internet armorscience.com. Nous avons également une quarantaine d'expositions à la disposition des collectivités et des enseignants. Et pour ça, nous rassemblons une vingtaine de bénévoles qui ne comptent jamais leur temps pour travailler et développer toutes ces activités. Merci. Le but de cette démonstration, c'est de montrer qu'on peut soulever un poids de 10 kg ou de 9 kg 500 avec le petit doigt. Alors tout d'abord, je vais peser le poids. Mon poids donc qui fait 9 kg 600. Je vais utiliser un levier, donc j'accroche la pierre à peu près au milieu du levier et je vais regarder ici quel est le poids. Donc le poids est de 4 kg 800. Je vais faire une autre expérience. Le levier, je vais le mettre maintenant à un quart du levier. Le poids est de 2 kg 600.
Je vais expliquer comment ça se passe. Si ici, je suis au milieu du levier, et bien ici, le poids que je vais supporter va être le poids de la pierre divisé par 2 ici. Si je le mets à 1/4 du levier, le poids de la pierre va être le poids de la pierre divisé par 4. Maintenant, nous allons regarder la poussée d'Archimède. Alors Archimède est un savant grec qui a vécu il y a 2000 ans et qui a démontré donc, que tout corps plongé dans l'eau était soumis à une poussée vers le haut qui en fait diminuait son poids du volume de l'eau déplacée. Alors, je prends ce corps qui est ici, il fait 160 grammes. Je le plonge dans l'eau. Et maintenant, il fait 40 grammes. Voilà, donc la poussée d'Archimède est exercée. Elle exerce une poussée vers le haut qui diminue son poids. Je vais prendre un autre corps qui est plus léger. Donc ce nouveau corps, il fait 165 grammes, mais il est beaucoup plus volumineux que celui-là. Et si je le plonge dans l'eau, eh bien on a 0 gramme. Pourquoi? Tout simplement parce que le corps flotte. Donc c'est un corps qui est plus léger que l'eau et qui flotte. La poussée d'Archimède est égale à son poids et le maintient au-dessus de l'eau. Donc là on va faire une démonstration du vélo brûleur de calories. Le vélo brûleur de calories, c'est un vélo qui est équipé d'un système qui va nous montrer combien on brûle de calories lorsqu'on pédale. Donc je monte sur le vélo, je commence à pédaler et j'ai un compteur sur cet ordinateur qui va me dire qu'est-ce que je brûle comme calories. Donc là, voilà, je pédale et donc je vois que j'ai consommé l'équivalent d'une fraise, l'équivalent d'une huître et bientôt l'équivalent d'une carotte. Et donc on imagine que pour arriver à consommer l'équivalent d'une pizza qui est tout à fait au fond, il faut pédaler beaucoup. Donc bon courage à tout le monde. Donc voilà comment on dépense les calories qu'on a absorbées en mangeant. Alors là on arrive à l'œuf. L'œuf c'est 75 kilocalories et plus loin c'est une banane et pour arriver à la banane c'est 100 calories. Voilà, transfert d'énergie. Nous avons 2 pendules et ici une tige fixe, mais une tige rigide. Si je donne un mouvement à l'un des pendules, eh bien rien ne se produit sur l'autre parce qu'il n'y a pas de, finalement la tige restant linéaire restant fixe, il n'y a pas de transfert à ce niveau-là. Tandis que si on reprend ceci et qu'on le met maintenant sur un fil, à ce niveau-là, et qu'on recommence la même expérience. Alors ici, c'est une corde qui est tendue et reliée par un ressort qui donne la tension finalement. Alors on va refaire la même expérience. On lâche un des pendules. Et là, on voit que l'autre se met un petit peu en mouvement. À ce moment-là, il y a un transfert d'énergie d'un pendule. Enfin, disons, l'énergie de ce pendule va passer sur le deuxième par cette corde qui est en mouvement, finalement. C'est ce mouvement ici qui transfère de l'énergie. Alors, celui-ci va ralentir. Je finirai finalement par diminuer complètement, par s'arrêter. Mais celui-ci va à nouveau transmettre de l'énergie au précédent, quoi, finalement. Ça va être un transfert d'énergie permanent, quoi, finalement. Je dis permanent, il ne faut pas exagérer non plus. Parce qu'on sait bien qu'avec les frottements, tout ça, ça va finir par s'arrêter. L'expérience qu'on vous présente, c'est l'expérience qui consiste à observer
la structure du circuit intégré ancien au moyen d'un microscope métallographique. C'est l'expérience qui est ici. Donc un microscope métallographique, c'est un microscope qui est capable d'observer la surface des objets, à la différence des microscopes classiques qui observent en transmission. Et ce microscope est utilisé dans mon entreprise dans le temps pour observer des coupes métallographiques, donc observer les défauts de surface, de circuits imprimés et ainsi de suite. Et ce qui est fait ici, c'est l'observation des structures internes de circuits intégrés anciens qui ont le mérite d'avoir des composants relativement gros et observables. Alors les composants en question, ce sont des composants qu'on appelle EPROM, donc ce sont des mémoires effaçables par ultraviolet et c'est exactement l'ancêtre des clés USB actuelles. Les clés USB actuelles ont le mérite d'être effaçables électriquement, alors que les structures qu'on vous montre étaient effaçables par l'ultraviolet. Donc c'est la raison pour laquelle ces structures présentaient une fenêtre en quartz pour permettre d'être effacées par des ultraviolets. Et donc l'objet de l'expérimentation, c'est d'observer ces structures au moyen d'un microscope métallographique. Et donc là, normalement, la mise au point a été effectuée. Donc vous voyez le déplacement. Et donc on a l'impression de survoler une ville. Ces microscopes étaient très utilisés pour observer les défauts des composants, en particulier une décharge électrostatique pouvait détruire des composants et ça permettait de les observer. Et donc ce qui a été fait ici, c'est qu'on recopie l'image sur l'oculaire au moyen d'un téléphone portable qui est relié par une liaison sans fil à un écran. Donc voilà l'expérience qu'on vous montre et j'espère l'année prochaine vous faire une expérience complémentaire où avec des cristaux liquides vous pourrez voir donc les différentes équipes potentielles en fonctionnement. Voilà le principe de l'expérience qu'on content de vous montrer. Alors je vais vous présenter quelques antiquités relatives aux mémoires informatiques. Parce que le problème des mémoires a été un point bloquant du développement de l'informatique pendant des décennies. Donc un des premiers systèmes d'archivage des données informatiques, c'était la carte perforée. Donc la carte perforée, c'était inventé par Aldrich, si je ne m'abuse. Ça, c'est une carte 80 colonnes. Et la conception de ces cartes-là date, à ma connaissance, du début du XXe siècle. Et à la Sécurité sociale, il me semble me souvenir que l'essentiel des données médicales, enfin tout au moins des assurés sociaux, ont été présentés sur des cartes mémoire, enfin des cartes perforées, jusqu'aux années 70. Là, je vous présente une mémoire à semi-conducteur première génération, qui a été utilisé dans les centraux Alcatel, tout début dans les années 70. Donc ça, c'est une carte mémoire à diode qui doit comporter au grand maximum 1 kilobit. Donc pour changer le contenu de la mémoire, il suffisait de couper la diode et de la mettre à un autre endroit. Donc système extrêmement lourd pour stocker de l'information. En même temps, il y avait ce système-là qui a fonctionné jusqu'aux années 75. Et c'était le système le plus performant à l'époque, c'était des mémoires magnétiques. Donc la mémoire magnétique, c'était des mémoires à tort. Donc là, vous voyez une mémoire à tort qui était utilisée dans une caisse enregistreuse pendant les années 1960. Et là, vous avez 384 bits et les transistors de l'époque, les transistors au germanium. Donc mémoire extrêmement encombrante, 384 bits, c'est ridicule. Quelques années plus tard, les mémoires à tort sont devenues très performantes. Là, vous avez 32 kilobits. Mais les tors ont été extrêmement miniaturisés et je crois que pour enfiler les fils dans les tors, il fallait travailler sous binoculaire. Et ça coûtait extrêmement cher. Et ça a été un point bloquant dans le développement de l'informatique que la capacité de mémoire. L'intérêt de ces mémoires-là, c'est qu'une fois que le courant était coupé, le contenu de la mémoire était sauvegardé. C'est une mémoire permanente. D'ailleurs, les mémoires magnétiques, c'est toujours utilisé sous forme de bandes. Les sauvegardes informatiques se font toujours sur des bandes magnétiques et c'est un moyen qui est toujours d'actualité. Sont venus après des mémoires à semi-conducteurs et là vous avez une ROM. Donc sur une puce, on arrive à stocker donc des informations et là il y avait quelques dizaines de kilobits et c'est le principe toujours utilisé dans les mémoires NAND ou les clés USB. Dans les clés USB, vous avez des versions améliorées de ce type de mémoire, sauf que là,
au lieu de les effacer par des ultraviolets, on les efface électriquement. Et là vous avez un microscope. Bon, normalement l'écran doit être copié. Vous avez un microscope qui vous montre une puce. Et la puce, c'est un processeur 486 DX2. J'étais obligé de démonter un peu violemment pour montrer les composants qui sont à l'intérieur. Et les composants ont été extrêmement miniaturisés et leur taille individuelle est largement inférieure au micron. Maintenant, les puces comportent plusieurs milliards de composants, voire plusieurs dizaines de milliards de composants. Bon, alors ici, nous essayons d'expliquer comment fonctionnent des lunettes. Avant d'aborder le problème des lunettes, il faut d'abord comprendre comment fonctionne l'œil. Alors dans l'œil, on a un élément optique essentiel qui s'appelle le cristallin, qui est là. Alors le cristallin, c'est une lentille qui permet de focaliser la lumière au niveau de la rétine qui se trouve au fond du globe oculaire. Alors pour un œil normal, la lumière qui vient, mettons, de l'infini, elle est bien focalisée au niveau du nerf optique de la rétine avec les cellules photosensibles qui sont ici. Ça, c'est pour un œil qui fonctionne normalement. Maintenant, on a un défaut assez fréquent qui s'appelle la myopie. Alors quand on est myope, on voit flou tout ce qui est au loin. C'est-à-dire que la lentille, le cristallin qui est là, au lieu de focaliser l'image sur la rétine, elle focalise malheureusement avant la rétine. Et là, évidemment, ce qui est au loin paraît flou. Alors, la façon de corriger la myopie, ça consiste à mettre une lentille, comme celle-ci, et qui fait que on arrive à corriger et à faire en sorte que le point de focalisation arrive bien sur la rétine. Alors, un défaut de la myopie, c'est que bon, on ne voit pas de loin, mais de près, on arrive quand même à s'arranger. C'est que, en fait, dans l'œil, ce qu'il faut comprendre, c'est que le cristallin, ce n'est pas quelque chose de dur, c'est au contraire une matière molle, et tout autour du cristallin se trouvent ici comme des muscles qui vont agir sur la courbure du cristallin, et c'est ce qui permet l'accommodation. C'est-à-dire que quand on regarde, mettons, au loin, et ensuite quand on se met à lire, eh bien ce sont ces muscles-là qui font l'accommodation. Alors l'autre défaut fréquent, c'est l'hypermétropie. Et là, au lieu de focaliser sur la rétine, on focalise derrière. Alors pour corriger, c'est relativement facile. Il s'agit de mettre une lentille à bord convexe, comme celui-ci. Et à ce moment-là, on arrive à mettre le point de focalisation sur la rétine. Ici, c'est le stand instruments anciens. Donc on vous présentera les appareils de mesure qui sont ici, les télécoms, c'est ici, les télécoms filaires, les transmissions radio, c'est ici, et en dernier, le stockage informatique. Donc on va commencer par les transmissions radio. Donc là, on vous montre deux équipements servant à la transmission radio dans le domaine maritime. Donc là, vous avez la fonction réception, et là, vous avez la fonction émission. Donc cet appareil-là date des années 70 et celui-ci du début des années 80. Donc c'est à peu près de la même époque. Le fabricant qui se reconnaît bien à sa couleur, c'est Sailor, fabriqué au Danemark. Donc là, vous avez un récepteur qui servait essentiellement aux bandes chalutiers. Donc ça servait à prendre la météo et ça servait aussi à la radiogonométrie. Et pour changer de fréquence, on changeait de quartz. Donc il fallait appuyer sur ce type de bouton. Donc ce sont des appareils très robustes qui ont été évacués des bateaux dans les années 1990 et qui ont été remplacés par les téléphones portables
et par la VHF. Donc ces appareils-là ne sont plus utilisés. Les composants de l'époque, donc la lampe, ce n'est pas une lampe d'éclairage, c'est une lampe dont le filament émet des électrons, et ces électrons sont modulés par différentes électrodes, et ça permettait d'avoir des fonctions d'amplification, oscillation, etc. Donc toute l'électronique actuelle a d'abord été mise au point avec ces composants-là, qui ont depuis disparu quasiment. Donc là, vous avez l'émetteur radio, donc dont vous pouvez changer la fréquence au moyen de ce bouton-là. Donc ça, c'est la radio maritime. Donc là, c'est la radio terrestre ou maritime, comme on veut. Donc ça pouvait être installé à bord des navires ou à bord des jeeps. Donc là, vous aviez le trafic radio en bande onde courte. Comme les radioamateurs, ça permettait d'avoir des très grandes portées, mais avec une certaine instabilité de fonctionnement. Donc, c'est un appareil qui a été fabriqué à Saint-Cloud. C'est ça, Saint-Cloud. Donc, tous les appareils qui sont ici ont été fabriqués plus ou moins en région parisienne. Donc, un appareil extrêmement robuste, tropicalisé, ça pouvait aller partout, et donc extrêmement costaud. Ça, c'est les radiocommunications pour l'aviation. Donc là encore, c'est un équipement qui date des années 60, où on a commencé à introduire les transistors. Donc là, vous avez un câblage extrêmement compact, parce qu'à bord d'un avion, il n'y a pas beaucoup de place, il n'y a pas beaucoup de poids disponible. Donc c'est un appareil qui était le summum de la technologie au point de vue miniaturisation dans les années 60. Donc ces appareils-là, ils sont toujours à bord des avions, mais ils ont été beaucoup réduits en taille au moyen donc, des semi-conducteurs. Ça, c'est le téléphone portable des fantassins qui a été imaginé pendant la Seconde Guerre mondiale. On appelle ça un talkie-walkie. Donc c'est un appareil qui pèse 2 kg. Ici, vous avez la couleur kaki. Ça correspond à un équipement qui a été inventé aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale, le talkie-walkie. Donc là, vous avez émission et réception dans le même appareil. Vous avez un combiné, mais on ne pouvait pas émettre et recevoir en même temps. Vous pouviez faire soit l'un, soit l'autre. Donc ça permettait de communiquer avec les collègues de la tranchée voisine jusqu'à 1 ou 2 km. Et ça marchait avec des piles. Donc bien entendu, cet équipement-là a été énormément modernisé et c'est ce qui a donné de nos jours les téléphones portables. Donc ça fonctionne avec une batterie, ça fonctionne avec des piles qui duraient quelques heures seulement et il faut avoir le moral pour utiliser cela. Et là, vous avez le boîtier qui permettait de changer les fréquences. Il y a un petit caprice, enfin n'empêche que vous avez tous les quarks qui sont là-dedans. Là, vous avez la partie appareil de mesure. Donc là, vous avez un morceau d'oscilloscope. Donc l'oscilloscope, c'est l'appareil qui sert à visualiser les signaux. Et là, c'est un appareil qui date des années, de la fin des années 60. À la fin des années 60, c'était le début de l'introduction des transistors. Donc vous voyez ici quelques transistors qui sont ici. Et vous voyez ici les composants plus anciens qui sont les tubes électroniques. Alors, les tubes électroniques sont ici. Voilà. Donc là, ce sont des tubes électroniques miniaturisés. Tubes électroniques ici et ici. Et là, vous avez les transistors. Donc les circuits intégrés n'existaient pas encore. Voilà. Donc ça, c'est un équipement, un tiroir qui faisait partie d'un oscilloscope. C'était l'ancêtre de la numérisation puisque c'était un oscilloscope à échantillonnage. Là, vous avez des appareils dits galvanomètres, donc basés sur un cadre tournant sous l'effet d'un courant. Donc là, vous avez l'aiguille et le système de miroir anti-parallaxe pour faire les mesures les plus exactes possibles. Bon, là, on va pouvoir maintenant visiter le stand communication filaire. Donc là, on va commencer par un équipement relativement récent. Donc c'est le Minitel, c'est en quelque sorte l'ancêtre de l'Internet. Et donc c'est un matériel qui a été conçu pratiquement intégralement au CNET et au CNET Lannion en particulier. Et donc l'idée de base, au tout départ, c'était de remplacer les annuaires papier
Donc déjà à cette époque-là, fin des années 80, on cherchait déjà à sauver la planète en limitant la quantité de papier. Et de fil en aiguille, il y a eu un tas de fonctions qui ont été rajoutées. Et en quelque sorte, énormément d'usages d'Internet actuels ont été en quelque sorte prototypés sur ce type d'équipement. Alors c'est un équipement qui fait son âge, c'est-à-dire que les écrans cristaux liquides n'existaient pas encore, et on a encore le bon vieux tube cathodique des téléviseurs. Et le débit était extrêmement faible. Vous aviez de l'ordre de quelques kilobits par seconde, donc des milliers de fois plus lent que l'Internet actuel. Mais on s'en contentait et c'était extrêmement fiable. Aucun virus et extrêmement robuste. Donc là, on vous montre ce qu'on peut appeler un meuble de commutation. Donc c'est l'équivalent d'un petit central téléphonique qui permettait de brancher plusieurs téléphones sur une ligne. Donc là, vous reconnaissez le combiné téléphonique de l'époque, donc avec le micro et l'écouteur. Et là, vous voyez un ustensile qu'on voit dans les films et qui a disparu depuis bien longtemps, c'est la magnéto d'appel. Donc pour appeler le central manuel, pour réveiller la demoiselle du téléphone, eh bien, on sonnait au moyen de cette manivelle qui actionnait une sonnerie. Donc ce qui est intéressant à noter aussi, c'est que c'est un matériel qui a été conçu au début du XXe siècle et qui a été fabriqué jusqu'au début des années 60. Donc durée de vie remarquable et fiabilité remarquable, très belle qualité de fabrication. Et chose aussi importante à noter, équipement conçu et fabriqué à Paris. Tout est fabriqué en Chine maintenant, là c'était fabriqué à Paris. Vous avez à peu près le même équipement ici, toujours fabriqué à Paris, qui réalise à peu près les mêmes fonctions. Sauf que là, vous n'avez pas de cadran d'appel. Il devait être là, mais c'est une option qui n'avait pas été sélectionnée. Et là, vous avez la sonnerie. La sonnerie, voilà. Là, vous avez un écouteur supplémentaire. Alors, à l'époque, les matériaux, c'était essentiellement le bois et la bakélite. Et là, vous avez un organe essentiel pour faire fonctionner le téléphone. C'est que pour limiter le nombre de fils entre les téléphones, il faut absolument réaliser une fonction de concentration sur le minimum de fils entre les centraux. Et cette concentration était effectuée à l'époque par des organes électromécaniques qu'on appelle sélecteurs. Donc le sélecteur, c'est un aiguilleur, et là on va vous montrer le fonctionnement. Donc là vous avez un bon vieux téléphone S63, téléphone à cadran. Donc ça c'est les téléphones qui appellent, et ça c'est les téléphones qu'on cherche à appeler. Donc avec ce téléphone on va composer le numéro du demandé, et vous allez voir ce sélecteur qui va faire une fonction d'aiguillage. Vous allez voir qu'en fonction des impulsions délivrées par le cadran, vous allez voir un sélecteur sauter d'une position à une autre. Donc on décroche et on compose des numéros. Donc vous voyez des balais qui se déplacent. Et ainsi de suite. Donc quand les téléphones avaient, les numéros avaient 8 chiffres, on faisait 8 fois cette opération sans se tromper. Et à l'autre bout, on décrochait. Voilà l'ancêtre du central téléphonique. Alors bien entendu, ça maintenant, ça a totalement disparu. Tout a été électronisé, en quelque sorte. Maintenant, la voix téléphonique, c'est un sous-produit des flux Internet. Donc on vous présente ici les évolutions du stockage informatique, pour vous montrer qu'en une cinquantaine d'années, il y a eu une évolution absolument extraordinaire dans le stockage. Là, ce que vous voyez, c'est une grande carte électronique qui a servi dans les premiers centraux électroniques conçus à Lannion. Et là, vous voyez une carte mémoire à diode. Et là, au grand maximum, j'ai plus le chiffre exact, mais vous pouvez stocker environ 1 kilobit, guère plus. 1 kilobit, c'est-à-dire 1000 bits. Et chaque diode, en fait, chaque petit composant tel que vous voyez ici, correspondait à un élément binaire. Donc ça a été mis au point, je vois la date, les composants datent de 1974. Donc 1974, ça fait à peu près une cinquantaine d'années, et on était contents en 1974 d'avoir 1 kilobit avec ce type d'équipement. Fin des années 70, énorme progrès, on a réussi à faire la même chose avec des mémoires REPROM, donc des mémoires reprogrammables. Et l'intérêt de ces mémoires-là, c'est qu'on pouvait les modifier simplement par une écriture électrique et un effacement par lumière ultraviolette. C'est la raison pour laquelle ces REPROM avaient une fenêtre
en quartz permettant l'effacement donc, des données par une lumière ultraviolette et une reprogrammation ensuite. Donc ça vous donnait des mémoires qui donnaient quelques kilooctets au tout début. Hein. Donc ça, c'est des mémoires de la fin des années 70. Et de proche en proche, on a réussi à faire donc, des mémoires qu'on appelle des mémoires NAND ou des mémoires de type clé USB. Tant et si bien que dans ce téléphone portable, au moyen d'une carte SIM, je vais y arriver, au moyen d'une carte USB, on peut stocker 192 gigaoctets de données là-dedans. Donc j'ai toute ma photothèque personnelle qui est là-dedans. Donc ça c'est un équipement qui date de 2010, donc de 2019, excusez-moi. Donc progrès absolument extraordinaire et c'est pas encore en voie de s'arrêter. Donc voilà ce qu'on peut vous dire sur l'évolution du stockage informatique où vous avez des progrès absolument énormes qui ont été réalisés. Ceci est un ampère-mètre qui permet de mesurer des courants continus, je pense, jusqu'à environ 100 mA. Donc c'est pas énorme. Mais alors il y a une particularité, c'est qu'il y a une glace ou un miroir derrière la graduation. Oui. Voilà. Alors le plus étonnant, c'est que la plupart des gens ne savent pas exactement à quoi ça sert. Non, moi et non c'est plus. non plus. Voilà. Donc c'est pas étonnant, mais disons que c'est pour éviter les problèmes de lecture lorsque l'on lit la graduation, Ouais. la valeur, pour éviter les problèmes de parallaxe sur cette aiguille. Donc lorsque l'on voit une seule aiguille, c'est-à-dire une aiguille en face avant et l'aiguille qui est réfléchie, à ce moment-là on peut dire bien une seule aiguille, On est certain d'avoir la bonne valeur mesurée. Voilà, donc c'est un appareil. Il date de quelle année? Alors c'est un appareil qui date des années 50 à peu près. C'est ça, non, 1943. 1943, ouais. Et après cette version, et celle-ci d'ailleurs, puisqu'on retrouve le même miroir, on a une version qui est un petit peu plus récente, et le fabricant c'est l'AOIP. Donc à Guingamp, on fabriquait des appareils AOIP également, et ça date à peu près des années 1960 seulement. Non, les petits circuits intégrés, non, les petites lampes, parce que les circuits intégrés n'étaient pas encore découverts. Voilà, toute une mécanique relativement importante, très solide, et le maximum de place, on avait optimisé, voilà, pour que tout se ferme. Et ce rack-là était fermé comme ceci, et vous aviez ici le connecteur qui se mettait dans l'emplacement dans l'avion. Et quand il tombait en panne, on enlevait le tout, on en mettait un autre, et puis ça repartait normalement. Alors cette maquette est faite pour montrer le phénomène foudre. Donc on a un nuage d'orage au-dessus du sol, et là pour l'exemple on a un arbre qui est planté au sol, et donc tout d'abord on commence par expliquer le phénomène foudre en disant que pour avoir de la foudre il faut avoir un nuage particulier qui est le cumulonimbus, qui est un nuage qui a une extension verticale très grande, de l'ordre de 10 km, et à l'intérieur de ce nuage vont avoir lieu des mouvements ascendants, donc des gouttelettes d'eau qui vont monter en altitude, vont se transformer en glaçons, et tout ce frottement entre glaçons et gouttelettes d'eau va créer des charges électriques. Donc globalement, le nuage va être chargé d'électricité, et pour rétablir l'équilibre général, cette électricité va devoir aller au sol, et elle le fera par l'intermédiaire des éclairs, donc qui seront des décharges électriques entre le nuage et le sol. Donc là, je vais provoquer un éclair. Voilà. Donc là, on voit qu'effectivement, l'éclair vient frapper l'arbre, qui est une cible privilégiée dans ce cas-là. Alors, ça me fait penser qu'il y a
un conseil qui est important de rappeler, qu'il ne faut jamais se mettre sous un arbre par temps d'orage. Pourquoi? Eh bien parce que la foudre peut venir frapper la personne qui est sous l'arbre par un arc latéral. On va essayer de montrer ce phénomène-là. Donc là, j'ai simulé mon arbre et une personne ici qui est sous l'arbre pour se protéger. Et on va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on a bien vu qu'effectivement l'arc vient frapper l'arbre et ensuite à partir de l'arbre il y a un arc qui vient frapper la personne. Donc voilà pourquoi il faut vraiment éviter de se mettre sous un arbre. Alors pour protéger les bâtiments, les structures contre la foudre, on utilise généralement ce qu'on appelle un paratonnerre. Alors un paratonnerre, c'est une tige métallique en cuivre en général qui part du sommet de la structure et qui est relié au sol. L'objectif, c'est de drainer le courant de foudre et vers le sol afin de l'empêcher de frapper la structure et provoquer des dégâts. Donc on va montrer l'efficacité de ce paratonnerre. Donc on a bien vu que cette fois-ci l'éclair frappe directement le paratonnerre et pas la structure, ce qui fait que le paratonnerre protège très bien la structure. Voilà. Donc là, c'est une petite goutte d'eau de mer, dans laquelle on a concentré, avec le filet à plancton, on a concentré donc du plancton. Le plancton, c'est tout ce qui bouge et qui est porté par le courant, qui ne peut pas se déplacer tout seul. Donc on va avoir à la fois des petits animaux, on les voit bouger, et puis on va avoir aussi des microalgues, ce qui va donner le phytoplancton. Donc quand on regarde l'écran, on voit des diatomées, des microalgues. Là, voilà. On voit aussi, voilà, c'est les balanes, c'est des futures balanes qui bougent. Alors qu'on voyait, là, c'est un futur mollusque, un futur escargot. On voyait. Alors, qu'est-ce qu'on voit encore? Voilà, il y a beaucoup de déchets par contre. Là, c'est une future moule ou coque, une future mollusque. Donc là, oui, là aussi, c'est une future mollusque. Et là, donc si tu pouvais zoomer sur celui-ci,
en particulier. Voilà. Celui-ci, c'est un dinoflagellé. Un dinoflagellé, donc ça fait partie du phytoplancton, mais du phytoplancton toxique. Toxique. À cause de lui, il y a des fois la pêche est interdite. La pêche au coquillage est interdite. Voilà, c'est celui-là qui est responsable, entre autres, quand on dit la pêche aux coques, aux moules, aux huîtres interdite, entre autres, celui-ci, ouais, oui, celui-ci donc est particulier, ouais, oui. On va le voir. Donc je montrais celui-là en particulier parce que celui-ci c'est... oui. Alors, je vais vous dire ce que c'est après. Hein. Celui-ci, donc c'est le dino... on va le retrouver. Hein. C'est un dinoflagellé. Voilà. Si on en voit beaucoup, donc en général, on en a 1 ou 2 par goutte. C'est pas énorme. Si on en a beaucoup, on interdit la pêche. Donc pendant les grandes marées, il y a eu interdiction de pêche dans les baies de Lannion. Donc c'est à cause de celui-ci. À cause de celui-ci qui est toxique, c'est-à-dire que si on l'en ingère beaucoup, on a soit la diarrhée, soit une attaque neurotoxique, ça peut être des amnésies, ça peut empêcher de respirer, voilà. Et c'est quelque chose de pas très sympathique. Donc voilà, donc là c'est quelque chose à repérer. Hein. Moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est cela. Voilà. On dirait des rondelles de citron. Ah oui, ben là, c'est des diatomées. Les diatomées, donc c'est des... Ce sont des algues qui ont une carapace, enfin, un couvercle un peu siliceux, qui contiennent beaucoup de silice. Voilà. Et vous avez peut-être entendu parler de la diatomite. On va en entendre parler en ce moment parce que la diatomite, on l'utilise pour lutter contre les punaises de lit. On en parle des punaises de lit. La diatomite écrasée va blesser les punaises et les faire mourir. Voilà. Donc c'est une utilité des diatomées. Donc ce que l'on voit ici, ce sont des microalgues, ce sont des diatomées, ce sont des algues dont la partie extérieure est recouverte par ce qu'on appelle une frustrule qui est de la silice. Et donc quand nous on veut faire du verre, on prend de la silice, c'est-à-dire du sable, qu'on chauffe à plus de 1400 degrés, et ça fond et ça peut donner du verre. Là, on a ces microalgues qui sont capables de prendre de la silice qui est dissoute dans l'eau de mer et d'arriver à la précipiter pour faire donc ces frustrules. Donc évidemment, si on arrivait à comprendre le mécanisme qui permet de fabriquer du verre à température constante, ça ferait une sacrée économie d'énergie. Bon, on n'en est pas là, mais... Voilà, il y a des domaines de recherche par rapport à la vie planctonique qui peuvent être tout à fait intéressants. Là, vous avez ici, vous voyez la spirale un petit peu enroulée, donc une coquille, alors on va dire d'escargot, donc ce serait ces marins, donc bigorneaux et assimilés. Donc on va avoir la ponte, il y a un œuf qui va se développer, qui va donner donc un petit mollusque qui va se développer. Et quand il aura suffisamment grandi dans le plancton, il va aller sur le sol et va à ce moment-là avoir la vie que vous connaissez, où il va brouter des algues avec une espèce de langue sur laquelle il y a des dents, qu'on appelle une radula, ça fait comme une râpe, et qui lui permet donc de récolter sur les rochers, par exemple, les petites algues qui poussent, des choses qu'on voit pratiquement pas à l'œil nu, c'est un petit gazon, un petit feutrage, mais qui sert de nourriture. Et donc, la majorité de ces mollusques ont effectivement ce système, bon, la radula, qui vraiment fonctionne comme une râpe et qui leur permet donc de se nourrir. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de voir que dans le plancton, on a énormément
de larves d'animaux qui sont sinon fixés, qui sont tributaires du sol, on va dire, qu'on appelle benthiques, et là qui ont une phase planctonique, ce qui permet un élargissement de la distribution, parce que ces larves sont entraînées par les courants. C'est la définition du plancton, hein. C'est ce qui est entraîné par le courant, donc ils peuvent nager un petit peu dans la masse d'eau, mais ils sont entraînés par la masse d'eau. Donc ici on a des courants importants, et ça va permettre une distribution larvaire qui fait que ces animaux vont pouvoir coloniser des endroits où ils n'étaient pas du tout présents initialement. Voilà. Vous avez ici une larve de balanes. Alors les balanes, c'est ces petits volcans de quelques millimètres de diamètre que l'on voit sur les rochers, et que beaucoup de gens considèrent comme des bébés patelles, en réalité, qui sont des mollusques. Hein. En réalité, non, ce sont des crustacés, et c'est pas des bébés, c'est leur taille adulte que l'on voit, et donc qui au moment de la reproduction vont émettre des œufs. Les œufs vont se développer en pleine eau et donner donc une larve de crustacés. Alors comme c'est un crustacé, pour grandir, il va falloir muer, hein, comme les crabes. Et donc, on va avoir plusieurs mues successives, et on va arriver à un stade où donc la jeune là, va aller se poser sur le fond. Et dans la mesure où il est capable de nager un peu, il va essayer de se fixer à proximité d'adultes, puisque les adultes émettent des substances chimiques attractives. Et donc, vous voyez sur un rocher, par exemple, il y a une tache où il y a quelques centaines de balanes, les unes à côté des autres, et puis à côté, il n'y a rien, et puis vous retrouvez une autre tache. Bon, c'est lié au fait qu'il y a cette attractivité où les adultes émettent ces substances chimiques qui sont attractives. Et si je vous dis que la reproduction est une fécondation interne, vous dites, mais attendez, ces animaux, ils sont fixés, ils ne peuvent pas se déplacer. Donc comment peut-il y avoir fécondation interne? C'est lié au fait qu'il y a un pénis d'une longueur invraisemblable. C'est le champion du monde, hein, de longueur du pénis par rapport à la taille du corps. Et donc, effectivement, bien qu'ils soient les uns à côté des autres, il va y avoir fécondation interne. Alors en plus, ils sont hermaphrodites, il peut même y avoir fécondation croisée ou avec d'autres à côté, mais ça explique ces amas. Alors, quand il y a une larve qui, au moment de se fixer et qui n'est pas dans une zone favorable où il y a des adultes, elle va se fixer quand même. Ce qui veut dire qu'en termes de reproduction, c'est pas l'idéal, sauf que il va grandir, il va émettre les substances en question, et éventuellement des larves vont se fixer à côté, vont grandir, et quand elles ont atteint la maturité sexuelle, ça va pouvoir démarrer, et donc ça fait des nouvelles tâches. Ce qu'aimeraient bien éviter les gens qui ont des bateaux quand il y a du fouling, c'est-à-dire d'abord des bactéries, puis des algues, puis éventuellement des balanes qui se fixent sur les coques de bateaux, qui étaient évidemment nues au départ, mais qui peuvent quand même être colonisées par des larves. Donc ce qui est important, c'est effectivement de voir que dans le plancton, il y a cette phase importante dans la vie de ces animaux qui permet ce qu'on appelle une dispersion larvaire, et donc de coloniser des environnements différents de là où ils étaient au départ. Et donc quand on a la chance de pouvoir collecter et montrer du plancton, ça permet d'évoquer ces sujets. Alors vous avez un sujet complètement différent là, qui correspond à des micro-vers. Donc vous avez ces vers que vous avez là. Alors j'en ai pris quelques-uns que j'ai mis donc dans la salière, et donc vous les voyez à l'écran. Donc vous voyez qu'ils se déplacent, donc ils font quand même de l'ordre de 1 à 3 mm. Hein. Et leur coloration verte est due au fait qu'ils hébergent à l'intérieur de leur corps des microalgues. Ces microalgues vertes, il y en a de l'ordre d'un millier, entre 1000 et 1200. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui est millimétrique, qui est colonisé par de l'ordre d'un millier de microalgues. Ça vous donne une idée de la taille de ces microalgues. Alors ces algues, normalement vous avez une algue qui se divise, qui en donne 2, puis les 2 qui vont en donner 4, se divisent comme ça. Or là les vers hébergent un nombre assez constant, hein, de l'ordre d'un millier de microalgues. Ce qui veut dire que ces vers ont un mécanisme qui permet de bloquer la division cellulaire des algues.
Si on arrive à comprendre le mécanisme de blocage de division cellulaire, je vous vois sourire, vous êtes déjà sur l'option de dire on pourrait peut-être bloquer la division des cellules cancéreuses. Bon, donc ça suscite évidemment de la recherche. Donc voilà des animaux qui vivent en haute plage, bon, des taches vertes, là les gens ont tendance à dire oh là là c'est sale, c'est de la pollution, faudrait nettoyer. Ben non, c'est des amas de millions de ces microvers qui sont potentiellement très intéressant pour la recherche.